Jamei qui nous parle du Maroc, médecin et écrivain. Son premier roman, Un Toubib dans la ville, est paru en 2016 chez Afrique Orient. En 2018, elle crée une troupe de théâtre composée uniquement de médecins et met en scène son premier roman. Le second, Des ailes papier, est publié en 2019 par Virgule Éditions. Le serment du dernier messager est son troisième roman. Il est récipiendaire d'une mention spéciale du jury du prix littéraire Ivoire 2021. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Madame Jamei. Merci beaucoup de me recevoir. Ça fait plaisir, Madame, d'autant plus que vous parlez du Maroc, le pays des soleils, le pays des rois. On va parler de votre passion pour les mots médecin et écrivain. C'est une magnifique fusion entre les sciences et les lettres. Alors, votre rencontre avec les mots, parce que ça dépend si ça a été une rencontre au début ou bien au milieu. Vous avez fait cette rencontre pendant votre pratique de la médecine. Comment ça s'est passé pour vous, Madame? En fait, très jeune déjà, je ne m'intéressais pas vraiment à la lecture, mais plutôt au théâtre. J'écrivais des petits scénarios que enfants ont joués devant les adultes. Ensuite, bien sûr, j'ai dû mettre tout ça entre parenthèses pendant mes études de médecine, puisque c'est des études qui ne m'ont pas laissé beaucoup de temps, ni à la lecture, ni au théâtre, ni à la culture en général. Et donc, quand je suis rentrée au Maroc, je précise que j'ai quitté le Maroc quand j'avais 6 ans et je suis revenue au Maroc pour ouvrir mon cabinet. Et là, j'ai été interpellée par toute la société marocaine que je découvrais à travers mes patients. Donc, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire parce que la médecine, la consultation médicale est un melting pot de situations, de sentiments, de choses que j'avais envie de mettre sur papier. Et donc, c'est un petit peu comme ça que ça a commencé l'histoire de l'écriture. Excellent. Alors, vous avez commencé par 2 romans, Un Toubib dans la ville, puis après Les ailes du papier. J'imagine qu'on parle de 2 thématiques différentes, peut-être qui se ressemblent, qui se rejoignent peut-être dans une seule thématique. Voulez-vous nous en parler, Madame Jamei? Un Toubib dans la ville, là, on parle de médecine, justement. Oui, alors en fait, je voulais aborder les différents problèmes de la société marocaine, les contradictions, cette sorte de schizophrénie que je voyais très apparente dans notre société. Et je me suis dit, la meilleure façon de l'aborder, c'est à travers l'œil d'un jeune médecin qui arrive au pays et qui découvre tout ça à travers sa consultation et la salle d'attente. Et je me suis rendu compte qu'il y avait matière à dire puisque ce jeune médecin qui a une sorte de petite naïveté parce qu'il vient de l'étranger et qu'il découvre un petit peu ce qui se passe dans son pays. Et j'ai fait défiler une série de personnages dans cette salle d'attente qui donnent lieu à on va dire des situations assez cocasses pour révéler certaines anomalies qui me dérangeaient dans la société, mais toujours avec bienveillance et beaucoup de dérision. Et donc ce livre, c'est l'histoire de ce jeune médecin qui s'appelle Dr Ali, qu'on retrouvera dans mon 3e roman, et qui va évoluer dans son travail, parce que c'est très difficile d'ouvrir un cabinet quand on n'a pas fait ses études dans le pays. Et surtout, il doit essayer de prendre en main sa vie privée, parce que sa mère essaye de se mêler de tout. Donc ça aussi, ça crée des situations assez drôles. Excellent. Puis Les ailes du papier, est-ce que c'est une thématique qui se rapproche de la médecine ou bien c'est une thématique différente? Elle s'éloigne un petit peu tout en prenant comme personnage principal une jeune fille qui s'appelle Malek. Et ça vient d'une histoire vraie qui m'est arrivée au cabinet il y a quelques années. J'ai une jeune fille qui avait été envoyée par un médecin du travail parce qu'elle avait un souffle au cœur. Et là, j'ai découvert qu'elle avait une anomalie. Et il se trouve que quelques jours après, nous avons eu un jumelage avec un hôpital en Europe qui la prenait en charge. Et cette jeune fille est partie avec un groupe d'autres patients, mais elle a disparu dans la nature, en Europe, en France, avant de se faire traiter. Et pendant des années, j'ai essayé de comprendre pourquoi cette jeune femme avait disparu sans se faire soigner, avant de se faire soigner, et pourquoi elle avait disparu tout court. Et donc, c'est ce qui a donné lieu à ce roman qui met en scène surtout les problèmes d'éducation dans notre société, la difficulté d'arriver grâce aux études à monter les échelles ou prendre un ascenseur social par l'éducation.
Et en même temps, je parle un petit peu de la médecine au Maroc, mais c'est vraiment pas l'histoire ne se déroule pas dans un milieu médical, contrairement au premier roman, mais plus c'est une histoire de fugue d'une jeune femme qui est à la recherche de quelque chose qui la réconcilie un petit peu avec sa vie au Maroc. Voilà, c'est un petit peu C'est un petit une histoire peu de jeune femme que je croise tous les jours. excellent. Puis là, on arrive à votre tout dernier. Là, lui, il est paru en 2021. Le serment du dernier messager chez La Croisée des Chemins. Mention spéciale du jury Prix Ivoire, la littérature francophone africaine. Bon, d'abord, c'est un livre 3 fois édité, hein, c'est la 3e édition. Puis, le contexte du roman, c'est aussi le rapport du patient avec le médecin. Puis, il y a, comme vous venez de le dire tout à l'heure, le docteur Ali qui revient parmi les personnages. Je dois vous dire qu'à la lecture, justement, de ce roman, il paraît que vous tentez plus ou moins de dénoncer cette espèce de chasse aux sorcières vis-à-vis des médecins en prenant leur parti quelque part. Est-ce que c'est bien le cas, madame? Alors, bien entendu, je prends toujours le parti des médecins honnêtes, des médecins qui pratiquent la médecine comme moi, je l'imagine, c'est-à-dire en mettant au premier plan la relation médecin-patient. Pour moi, c'est une relation privilégiée, elle est absolument nécessaire, elle doit être de bonne qualité pour arriver à traiter correctement un patient. Il est vrai que mon premier roman a été écrit justement dans cette atmosphère de chasse aux sorcières où on considérait que les médecins étaient tous à la recherche de l'argent, ce qui n'est pas le cas. Et il suffit qu'il y ait peut-être un petit faible pourcentage qui résonne comme ça pour que ça déteigne sur toute la profession. Non, le troisième roman, c'est plutôt une dystopie qui parle de l'avenir de la médecine dans sa façon plus globale. En fait, je voulais surtout sensibiliser les gens à tout ce qui gravite autour de la médecine. Je précise que ce livre a été écrit bien avant le Covid, puisque je l'ai déposé chez l'éditeur en décembre 2019. Et il parle en fait du biopouvoir, c'est-à-dire tout ce qui influence la médecine sous influence, les big pharma, les firmes pharmaceutiques, les assurances. Et tout cela est parti, au départ c'était juste une idée qui germait. Et puis, vous savez, pour un roman, il y a toujours une idée qui germe. Et petit à petit, il y a des événements qui surviennent et vous êtes un peu plus à l'écoute parce que vous êtes déjà un petit peu intéressé au thème. Et très bien. Alors, on va retourner à cet intérêt, justement, à cette idée qui j'ai. On va le faire juste après cette pause. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On accueille Dr Souhail Jamei, écrivain aussi. On vous revient. De retour avec vous chez Agora, ici Télévision, mesdames et messieurs. On parle du Maroc. On accueille un médecin, cardiologue, écrivain, auteur, on va dire autrice, là, peu importe l'appellation. Une belle fusion entre la littérature et les sciences. Et la passion des mots est là. On était en train de parler justement du serment du dernier messager, de cette chasse aux sorcières. Justement, je vais vous laisser aller au bout de votre pensée, madame Jamei. Oui, donc je disais qu'il y a toujours une idée qui germe et puis des événements surviennent qui consolident cette idée et vous donnent envie d'approfondir le thème et d'écrire. Parce que j'aime écrire, oui, mais j'aime écrire surtout pour sensibiliser et pour mettre en garde sur des phénomènes que les non-médecins peuvent ne pas connaître. C'est surtout pour ce thème de ce livre, c'est surtout pour mettre en garde contre le biopouvoir. Eh bien, j'ai précisé aussi que c'est un livre que j'ai écrit bien avant le Covid, hein, donc il ne s'agit absolument pas de Covid. Pour vous expliquer un petit peu, j'ai beaucoup lu sur l'épistémologie. L'épistémologie, c'est une philosophie, une part de la philosophie qui étudie les techniques médicales, la méthode scientifique de façon critique. Et j'estime que pour être un bon médecin, il faut tout le temps faire son autocritique et critiquer ce qu'on voit et donner son avis sur tout ce qui nous semble anormal et ce qui nous semble un peu biaiser notre volonté première de traiter en notre âme et conscience le patient. Et donc, j'étais imprégnée de ces lectures et il y a, en 2016 ou 2015, on a eu au Maroc, chez nous, un grand groupe d'assurances qui a racheté des cliniques privées. Et ce qui m'a vraiment dérangée, c'est que je ne pouvais pas comprendre
comment une assurance qui assure des gens qu'elle a choisis, parce que les assurances ont leurs critères d'adhésion, hein, en général, ils éliminent les gens qui sont très malades. Comment peuvent-ils à la fois assurer et être donneurs de soins? Il y avait cette notion d'argent qui me dérangeait beaucoup. Et ensuite, il y a eu en 2017, je crois, à San Francisco, la création de la première cabine médicale connectée. Et le troisième élément qui m'a vraiment donné envie d'écrire sur ce sujet du biopouvoir, c'est un scandale qui a été révélé par le Wall Street Journal en, je crois, novembre 2019 et qui concerne ce phénomène. Vous en avez peut-être entendu parler. Vous savez que les millions de personnes stockent leurs données de santé personnelle dans le cloud, donc et Wall Street Journal a révélé que Google allait signer un contrat avec Ascension. Ascension, c'est un groupe qui possède 2600 centres médicaux, centres de santé aux États-Unis. Et ce groupe allait racheter les données de santé de milliers de personnes. Donc tout cela, ça m'a fait réfléchir. J'ai commencé à lire un petit peu tout ce qui était dans le domaine de la médecine et qui avait attrait à la médecine à travers les firmes pharmaceutiques. Et c'est comme ça que je me suis intéressée au transhumanisme. Parce que ce livre, le troisième livre, c'est une dystopie. Moi, j'aime les dystopies parce que les dystopies, elles vous mettent en garde avant la catastrophe. Et moi, je trouve que c'est une façon de réfléchir qui est intéressante parce qu'il n'y a pas de leçon à apprendre. On essaie de comprendre avant que la catastrophe survienne. Et donc, le transhumanisme, un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est un mot très à la mode en ce moment, c'est une culture qui prône l'usage de la technologie pour améliorer les capacités physiques et mentales de l'humain. Alors vous allez me dire, bien sûr, c'est intéressant, c'est bien d'améliorer les capacités, mais dans mon roman, j'ai choisi d'exagérer la chose, de montrer un monde où l'usage de ce transhumanisme et de cette technologie était effréné, sans limite, et quelles pouvaient être les conséquences de cet usage effréné et sans frein des instances responsables. Très bien. Alors, Voilà. justement, vous parlez de transhumanisme. Il y a même une citation au début du livre, là, il faudrait-il le mentionner, sur le transhumanisme. Mais là, j'aimerais retourner avec vous, Madame Jamaï, sur les personnages, là. C'est des noms, originaux, là. Dr Ali Yelif, Sewell, Z. Bon, on dirait que c'est un roman de science-fiction, mais dans le fond, il ne l'est pas. Parce que vous vous rapprochez dans le fond de vos personnages par la résilience, par l'empathie. Vous prenez leur parti quelque part, mais au fond, comme vous venez de le dire, il y a ce transhumanisme qui est présent comme mouvement culturel pour pouvoir dire qu'il faut prôner l'usage des sciences, justement, et des techniques pour améliorer, n'est-ce pas, les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Et il me semble que c'est justement l'objectif suprême que vous avez voulu justement transmettre à travers ce roman. Absolument. Et je suis très contente de vous entendre dire qu'on pourrait croire que c'est un livre de science-fiction, mais ça ne l'est pas. Parce que beaucoup de personnes ont commencé à lire et ont cru que c'est un livre de science-fiction. En fait, le décor se trouve dans un environnement qui s'approche de la science-fiction, mais c'est vraiment juste pour planter le décor. Parce que tout ce que je décris, tout ce qui se passe, c'est dans quelques années, c'est quelque chose qui peut arriver tout à fait actuellement, mais c'est surtout partie d'événements scientifiques ou de découvertes scientifiques qui sont réelles. Je n'ai absolument rien inventé. J'ai juste pris ces découvertes et je les ai transposées quelques années plus tard si on ne mettait pas de frein à cette découverte. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous donner un exemple. On peut le faire brièvement, peut-être en 50 secondes, allez-y. 50 secondes, ça sera difficile, mais... Oui. En fait, par exemple, il y a une protéine qui s'appelle la myostatine qui existe dans les muscles. Et cette protéine, son rôle, c'est de dire aux muscles, stop, arrête de grandir, arrête de croître, arrête de te développer. C'est une protéine qui existe. Et un chercheur a trouvé une façon de bloquer cette protéine. Quand on bloque cette protéine, on obtient des êtres humains hypertrophiés, de muscles hypertrophiés.
Sauf que ce chercheur, quand il a fait cette étude et qu'il a trouvé cette protéine, c'était pour aider les gens qui avaient des myopathies, parce que c'est un chercheur scientifique. Mais les premiers ils ont commencé à le harceler par téléphone, c'était les bodybuilders. Voilà un exemple de risque de transhumanisme, parce que quand on développe les muscles à outrance, on n'a pas les artères suffisantes pour les nourrir. Et on peut avoir des effets secondaires très, très graves. Et dans le livre, je parle de Sewell, qui est un jeune athlète qui a été acheté par les firmes pharmaceutiques justement pour être un athlète à la solde de cette firme. Et là justement, on voit le rôle de la littérature justement pour pouvoir mettre en valeur ces effets positifs de ce que c'est que la science. Parce que vous parlez de génome aussi, de neurologie, de biopouvoir, etc. On va rebondir sur ça, Madame Jemmehi, on va le faire après la pause. Restez avec nous. Mesdames et messieurs, toujours dans le cadre d'Agora chez ICI Télévision. Dr Souad Jemmehi, c'est notre invité de ce jeudi à ICI Télévision. Alors, ce que je vais vous demander, Dr Jemmehi, de nous mettre au parfum d'un extrait de votre tout dernier livre, Le serment du dernier messager. Je vous laisse le libre choix donc de choisir justement cet extrait. C'est à vous, madame. Merci. Alors, j'ai fait semblant de choisir justement un extrait qui n'est ni de la science-fiction ni de la médecine, parce que Ali est amoureux d'une jeune consoeur qui s'appelle Hazel. Il a rendez-vous avec elle, mais elle tarde à venir. Hazel n'était toujours pas arrivée. Yelif commençait à s'impatienter. Il avait imaginé une idylle parfaite, sans aucun obstacle. Son optimisme légendaire, édulcorant le moindre événement, lui avait sûrement fait occulter quelques signes annonciateurs de cette déconvenue. Pourquoi avait-elle changé d'avis? Il se retrouvait là seul, assis dans cet endroit mythique, à ne plus savoir s'il devait attendre ou s'en aller. Il en voulait à Hazel, moins par son absence que par le fait que désormais il associerait ce lieu qu'il adorait à un événement douloureux. Il ne lui pardonnerait jamais d'avoir rendu cet endroit exécrable. Son corps se recroquevilla, sembla se rétrécir, comme si une blessure nouvelle en avait extirpé toute l'énergie qui, quelques instants auparavant, lui insufflait encore un élan de vie, plein de promesses. Il s'apprêtait à se lever lorsqu'il la vit. Une impulsion de vitalité submergea son âme et en une fraction de seconde, son corps se redressa, ses épaules se déployèrent, son regard s'éclaira et un sourire illumina son visage. Toutes les pensées sombres s'envolèrent, plus une once d'affliction ne subsista. Voilà, pour vous montrer qu'il y a aussi une histoire d'amour en filigrane. Je vous laisse commenter. C'était dans tous mes romans, il y a une histoire d'amour en filigrane, parce que je trouve que la science, que de la science et des faits scientifiques qui sont assez durs pas à comprendre, mais à appréhender, parce que c'est un monde parfois un peu obscur. Et j'avais besoin d'édulcorer cela avec une histoire d'amour. Et c'est surtout une jeune consoeur qui va aider Ali Yelif dans dans son enquête. Et en parallèlement, il va essayer de la conquérir. Voilà. Et justement, donc, c'est une histoire qui est quand même assez intéressante. C'est une idée géniale de l'avoir insérée justement dans un contexte où l'on ne parle juste de médecine, d'infirmiers et puis de médecins qui sont stressés. Il y a inséré à la fin du livre la citation de certains médecins. Des citations très lumineuses, Madame Jemmehi. Moi, j'en ai choisi quelques-unes. Là, je vais partager avec vous, avec nos téléspectatrices et téléspectateurs du Canada. Boris Cyrulnik, médecin, psychanalyste, une icône de la résilience, qui dit ceci: « Tout semble impossible à ceux qui n'ont jamais rien essayé. » Alors, je cite Robin Cook, médecin et écrivain. « Le virus est le dernier prédateur de l'homme. » Martin Winkler, médecin et écrivain, qui dit ceci: « Je fais toujours tout mon possible pour dédramatiser, car dédramatiser, c'est déjà soigner. » Alors, je ne sais pas quelle est votre citation favorite, mais je vous laisse commenter, je vous en prie. Je les aime toutes parce que je les ai choisies parmi un nombre incroyable. Mais ce qui est important, c'est que je voulais souligner
que le médecin est souvent un observateur de grande sensibilité de la société. Et c'est pour ça que j'ai mis des citations de médecins qui étaient à la fois médecins, écrivains et journalistes ou poètes. Et celle que vous avez citée en second, c'est-à-dire le virus est le dernier prédateur de l'homme, je tiens à souligner que j'ai choisi cette citation et j'ai remis le manuscrit bien avant le début du Covid. Et je ne pensais pas être un jour amenée à me dire que c'est vraiment une situation qui a sa place actuellement. Maintenant, j'ai aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est que je suis persuadée aussi, et c'est dans ce sens, je ne sais pas si on aura le temps de passer un petit peu à la pièce de théâtre, mais je pense qu'un médecin qui a une grande sensibilité, qui lit, qui a de l'humour, parce que l'humour est important, comme vous dites, quand on peut annoncer quelque chose à un patient, mais si on le dit avec le sourire et qu'on propose une solution tout de suite après, Voilà. le patient est en confiance et tout fonctionne bien après. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et le fait d'avoir créé cette pièce de théâtre et d'avoir mené 20 médecins qui m'ont suivi pour monter sur scène et jouer devant des spectateurs, on a joué à guichet fermé plusieurs fois, ce sont des médecins qui ont un grand cœur. Comme je dis toujours, nous exerçons un métier très sérieux, mais nous ne le prenons pas au sérieux. C'est ça le plus important. Exactement, il ne faut pas se prendre au sérieux parce que la vie n'est qu'un passage là. Dernière question là, Madame Jamei. Comment est-ce que vous voyez l'intelligence artificielle pour l'avenir de la médecine? Alors j'ai écrit pas mal de chroniques et de sujets là-dessus. L'intelligence artificielle a sa place, mais toujours avec des limites. Par exemple, quand vous avez besoin de trouver un médicament ou de trouver un diagnostic rapidement, évidemment, ça peut vous aider à gagner du temps. Mais ce que d'ailleurs, mon prochain roman parle de ça. Je ne pense pas qu'une machine puisse un jour déceler une détresse dans un regard de patient, prendre en compte l'hésitation de la voix d'un patient, ses volontés quant à la prescription de tel ou tel médicament. Toutes ces nuances qui sont justement le propre d'un médecin, toutes ces nuances ne pourraient pas analysées par la machine, ça j'en suis persuadée. Donc il faudrait un mixte entre les deux, prendre ce qui est bon, mais que l'humain garde la main, surtout pour garder cette empathie, qui est pour moi la chose la plus importante en médecine. L'empathie, le ressenti, l'émotion. C'est ainsi que se termine notre émission sur cette touche humaine, on va dire, de votre part. Docteur Souheil Jamei, qu'on a eu plaisir d'accueillir aujourd'hui du Maroc, mesdames et messieurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation, madame. Merci de votre continuel, je vous en prie, de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Toujours avec vous, Kamal Benkiran, Agora, chez ICI Télévision. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.